Histoire, par leur vie, leur mariage, leur titre, etc. Même si nous trouvons trace de l'homme préhistorique sur notre sol, le rocher à affûter situé entre Laignac et Cubel date de l'époque néolithique, au moins 4000 ans. Nous sommes en 1123, il y a 900 ans. Nous sommes à l'époque féodale. Laignac est alors un petit pavillon de chasse construit en bois, entouré de forêts, appartenant au seigneur de Saint-Bonnet, Guillaume de Saint-Bonnet. Il décide d'ériger un château, demeure féodale, entourée de remparts. Ce château est à l'époque au centre de la vaste et puissante seigneurie de Saint-Bonnet-le-Château, qui est intégrée au comté du Forêt, dont le seigneur est Guy Ier, qui se fait appeler comte d'Auvergne, avec pour envie de conquérir ce vaste territoire. Le comte du Forêt, suzerain, aurait confisqué les biens, dont Laignac, à la famille de Lavieux, à la suite du meurtre de Guillaume le Jeune par Josserand de Lavieux. Le comte de Forêt avait eu l'hommage dès 1167 de la seigneurie de Saint-Bonnet-le-Château, c'est-à-dire que Guillaume de Saint-Bonnet s'était fait le vassal du comte du Forêt, Guy Ier, afin de ne pas avoir à subir sa colère. En 1200, le seigneur de Saint-Bonnet possède Laignac, Miribel, Montarcher, Château-le-Bois. Laignac est mentionné comme hameau en 1227 sur les chartes du Forêt. Des habitations sont construites près du château, également une cure. C'est Dauphine de Saint-Bonnet, petite fille de Guillaume et fille de Josserand, qui hérite de Laignac. La vie de Dauphine est très mouvementée, car elle n'était pas destinée à être l'héritière. Et son cousin, Guy IV, profitant de sa jeunesse, car elle n'a que 16 ans, fait passer des hordes qui pillent les contrées voisines. Elle ne sait pas défendre son territoire, mais elle se marie 5 fois.
Damas en 1240, Guy de Bâgé en 1251, Jean de Châtillon en Bazois en 1269, Pierre de la Roue en 1272, enfin Girin de la Roche-Nolay. Dauphine a 9 enfants. Elle ne s'intéresse que très peu à ses propriétés, dont l'Aignac. Ce vaste domaine est démantelé à la mort de Dauphine en 1287, âgée d'environ 65 ans. Du troisième mariage de Dauphine avec Jean de Châtillon en 1269 naissent 3 enfants, Henri, Hugues et Isabelle, qui héritent de l'Aignac, mais aussi de Montarché, Apinac, Estivareille et Marandière. Hugues et Isabelle sont rentrés dans les ordres, château et terre reviennent à Henri. La seigneurie d'Apinac est un fief hommageant au seigneur de l'Aignac par une charte du 9 juin 1280. La légende dit que l'Aignac et Apinac auraient été reliés par un souterrain. Légende ou réalité. Mystère, nous en reparlerons. En 1290, Henri de Châtillon, dit Ploton, passe le château de l'Aignac et son mandement à Briand de Rochebaron, son gendre, qui conserve l'Aignac et Montarché de 1290 à 1364, sans jamais y habiter. Isabelle de Saint-Didier épouse Henri Ploton de Rochebaron, seigneur de l'Aignac et Montarché, qui meurt en 1367 après son premier fils Alexandre. Sa succession revient à son fils Henri II de Rochebaron, chevalier, seigneur de l'Aignac, le Ménis, Saint-Hilaire, qui épouse Marguerite du Mas du Sceau en 1363, dont une fille qui naît et décède en bas âge, laissant la seigneurie à sa mère, qui l'apporte en second mariage en 1374 à Guinon de Châteauneuf de Rochebonne. L'Aignac devient alors propriété des Rochebonne-Rochebaron. Apparemment, ils sont les seuls à avoir habité régulièrement à l'Aignac
à cause notamment de cette période du XIVe siècle, troublée par la guerre de 100 ans contre l'Angleterre, ou plutôt 116 ans, succession de conflits et de batailles. Les populations se réfugient dans les châteaux. Antoine II de Châteauneuf, seigneur de Laignac, fils de Guinon de Châteauneuf, de Rochebonne, épouse vers 1396 Isabeau de Talaron. En 1416, Antoine II de Châteauneuf, seigneur de Laignac, reçoit Michel Damas, prêtre, qui lui demande une audience au nom de ses prêtres et aux siens. Il est reçu sous un ormeau dans la cour du château. Antoine II de Châteauneuf teste le 31 mai 1417, fondant à perpétuité 3 messes par semaine dans l'église de Merlin. En 1429, après le décès de sa première épouse, Antoine II de Châteauneuf, chevalier, seigneur de Rochebaron, Châteauneuf et Laignac, se marie avec Philippote, fille naturelle du célèbre Jean sans Peur. Antoine de Châteauneuf est fait chevalier, seigneur de Rochebaron, Châteauneuf et Laignac. Il est le fils de Massé de Rochebaron-Lignon, qui a trempé avec son cousin Héracle dans les complots de la faction bourguignonne au pays du Velay. Depuis 1410, il a les fonctions d'écuyer tranchant à la cour du duc. Il meurt le 6 octobre 1463. 1485, noble Jean du Rochin, peut-être du Rosier,
et châtelain de Laignac pour les Châteauneuf de Rochebonne, Rochebaron. Laignac est rebâti plus luxueusement par les Châteauneuf de Rochebonne. Les baies du donjon sont modifiées et le couronnement repris. Le logis remodelé, l'enceinte de la basse-cour, aujourd'hui la cour de l'auberge, munie d'archères, canonnières, la barbacane ajoutée. En 1801, la basse-cour, c'est-à-dire le devant de l'église actuelle, est occupée. Vers la fin du XVe siècle, Jean de Rochebonne figure à la cour du roi Charles VIII parmi les enfants d'honneur. Au XVIe siècle, le château de Laignac passe de main en main, de seigneur en seigneur, avec plus ou moins de titres de propriété, mais toujours dans la branche des Rochebonne-Rochebaron. Pierre de Châteauneuf, né en 1522, au château de Laignac, seigneur de Rochebonne, Pierre est capitaine de 50 hommes d'armes. Rochebon est sur le fief de Basse, lui-même longtemps rattaché au comté du Forez. Rochebonne, fief de Saint-Martin de Valamas, en Ardèche. On peut noter, en 1668, Charles-François, vicomte de Laignac, marquis de Rochebonne, est nommé lieutenant général des armées du roi. Il épouse Marie-Thérèse d'Adhémar de Monteil de Castellane de Grignan et meurt en 1721. 1742, Bernardin de l'Hermusière, écuyer, achète Laignac, mais ne sait pas l'administrer. Il confie la gestion jusqu'en 1747 à Thomas Tarchier, originaire de Laignac, notaire à Saint-Hilaire. Thomas Tarchier a épousé le 27 novembre 1742 à Saint-Hilaire Antoinette Auger. Leurs parents avaient pour titre capitaine, châtelain de la juridiction de Laignac y demeurant et receveur des aides à Saint-Hilaire. En 1747, Charles-Benoît Flachat d'Apinac achète Laignac à Bernardin de l'Hermusière. Benoît Flachat est alors chevalier, seigneur de Laignac, Ménis, Estivaraille. Dans son testament du 15 octobre 1789, seigneur de Laignac Charles-Benoît Flachat d'Apinac, Ménis, Estivaraille, établit pour héritière universelle sa femme Marianne Fronton d'Albuzy, fille unique d'André Fronton, dite Madame d'Apinac. Il décède à 49 ans le 2 novembre 1789, à la veille de la Révolution. La date de son décès l'a sauvé du peloton d'exécution ou de l'échafaud. Ils ont eu 7 enfants, 2 survivront. Cécile Angélique, née en 1773, Marie-Charlotte, née en 1778. 1789, Monsieur de la Pierre de Saint-Hilaire aurait géré Laignac.
Il fut fusillé peu de temps après à Feurs. En 1790, sous la Révolution, la commune est appelée brièvement Haute Montagne de Rochebaron. Mais Merle et Laignac s'opposent à la Révolution sous la conduite du curé Fargès de Saint-Bonnet, avec pour lieutenant les curés de Saint-Hilaire et de Merle qui se réunissent dans le donjon de Laignac. 1793, à Laignac, des contre-révolutionnaires avec les prêtres à leur tête cachent armes et munitions dans la forteresse et s'y enferment. Les curés réfractaires célèbrent la messe en présence d'un grand concours de population et sous la protection de la force armée. En avril 1792, le directoire de Rhône-et-Loire envoie un détachement de 25 hommes commandé par Claude Javogne, né à Bellegarde-en-Forêt en 1759, pour enlever la forteresse. Pas de victimes signalées, mais des déprédations sont commises au château de Laignac. Madame Béto avec promis, Madame Béto avec promis, de faire rigoler pour Paris, de faire rigoler pour Paris. Mais, comme on dit, la stationnier. Monsieur Béto avec promis, Monsieur Béto avec promis, des postes fidèles à son pays, des postes fidèles à son pays, mais il y a manqué de alliés. Janvier 1794, les biens de Madame d'Apinac, dont Laignac, sont sous séquestre. Des commissaires envoyés par le Conseil révolutionnaire le 5 janvier
à Laignac, appose les scellés sur bâtiments, basse-cour et tours. Il n'y a pas de ferme, donc pas de régisseur. Madame d'Apinac est inscrite dans la colonne rebelle. Elle est emprisonnée à plusieurs mois à la prison de l'Anticaille à Lyon. Ses biens lui seront restitués après sa remise en liberté. Le 17 mai 1801, 28 Floréal de l'an 9, Madame d'Apinac donne procuration à Honoré Berthet de Saint-Bonnet pour vendre en son nom le château de Laignac, plus de vendre et aliéner tous les meubles et tout ce qui est mobilier du dit château, les effets, vêtements, tapis, tentures, baldaquins, tout ce qui est en tissu, garnissant le dit château et ses dépendances dans un mois à compter de ce jour, attendu que la constituante fasse enlever dans le mois ce qu'elle ne veut pas aliéner. Le 15 septembre 1801, 29 Fructidor de l'an 9, vente du château par Madame Laure Flachat, passée au domicile de Madame Flachat d'Apinac, dans la propriété qu'elle a héritée de ses parents, à Bayard, sur la commune de Sorbier. Le notaire de Saint-Bonnet, maître Baléguier, désigné par Honoré Berthet, a pris la route, ainsi que 16 acquéreurs. L'acte de vente est rédigé en ces termes. Par devant le notaire public du département de la Loire, en résidence à Saint-Bonnet-le-Château, comparaît Marianne Fronton d'Albuzy, laquelle cède à Benoît et Antoine Ronat frères, André Cour, Pierre Ribéron, Pierre et Julien Cour, Georges Mathieu, André Grillet, Gabriel Robert, André Faure, Julien Faure, Pierre Théolaire, Jacques Rivet, Claude Suchet, Antoine Ponchon, Jean Nicolas. Tous cultivateurs, habitant au village de Laignac, commune de Merle, tous 17 acceptant, acquérant pour égale part et portion tous les biens, fonds et bâtiments ou immeubles que possède la comparante au village de Laignac. Le nom de J.B. May a été barré, 16 sont inscrits et non 17 comme prévu. La présente vente est faite pour le prix de 1086 francs. Il récupère un château qui est un peu en ruine. C'est alors que commence la transformation du château et de son donjon. De cet imposant donjon, qui faisait la fierté du château de Laignac, d'environ 50 mètres de haut et 8 mètres de côté, on pouvait voir 17 clochers, la chaîne des Puys, le pays de Craponne, et même les Alpes et le Mont Blanc. L'édifice qui reste aujourd'hui est malgré tout visible de très loin à la ronde. En 1867, la tour sert de clocher. Son rez-de-chaussée est destiné à une sacristie pour une future église qui y sera accolée en 1871. En dessous de cette sacristie, une salle voûtée, 4 mètres de profondeur, circulaire, obscure, exiguë. On y accède par une trappe, oubliette ou prison. Elle remonterait en 1230. C'est de cette salle que la galerie rejoignant le château d'Apinac partirait. Mystère, encore du mystère. Ce qui est sûr, c'est que l'on pouvait passer
de cette partie basse du donjon à la partie est du château, aujourd'hui propriété trémolière, par une minuscule porte. C'est à cette époque que les habitants souhaitent que Laignac soit paroisse. En 1828, l'archevêque de Lyon se rend de Basse en Bassée à Husson. Les paroissiens se rendent à son devant et le supplient d'ériger Laignac en paroisse. Il s'engage à construire l'église et entretenir le curé, ce qui signifie la destruction du château de Laignac. Le 14 octobre 1845, le premier curé nommé est Simon Dupuis de Saint-Jean de Solémieux. Ainsi sont nées les deux paroisses d'une même commune. Depuis, bien des événements, des transformations, des faits ont modifié le site de Laignac et de notre commune. Mais ceci est une autre histoire. C'était donc l'histoire du château de Laignac.